Salut à tous et à toutes, les événements s'enchaînent à un rythme effréné à travers le monde. Vous êtes en direct sur Swag Radio, voici le grand journal. Depuis le studio de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Dorellas, pour présenter le grand journal. Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude, on air avec du style. Alexa, open Swag Radio. Vous écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Tout de suite, voici les infos. Au Moyen-Orient, Donald Trump assure que la guerre est très près d'être terminée. Selon la télévision publique iranienne, la délégation pakistanaise apporte un message de Washington à Téhéran et vient poursuivre les tractations en vue de nouveaux pourparlers. Le récit est signé Euronews dans ce grand journal. Donald Trump assure que la guerre en Iran est sur le point de se terminer. Déclaration sur Fox News un peu avant l'arrivée à Téhéran d'une délégation pakistanaise conduite par le chef de l'armée Asim Mounir. Les médiateurs disent approcher d'un accord et selon la télévision d'État iranienne, la délégation pakistanaise apporte un message de Washington. L'indemnisation des dommages de guerre, le détroit d'Ormuz et l'enrichissement de l'uranium sont les points sensibles des négociations. Sur l'uranium, l'Iran dit vouloir poursuivre l'enrichissement au niveau de ses besoins, mais accepte de négocier sur le niveau d'enrichissement. En l'état, le cessez-le-feu expire le 22 avril. Les États-Unis poursuivent leur blocus des ports iraniens et Téhéran menace de bloquer la mer Rouge. L'optimisme est en tout cas à l'ordre du jour. Les cours du pétrole ont chuté et les actions américaines repartent à la hausse. De son côté, le Hezbollah a tiré mercredi matin une trentaine de roquettes sur Israël, alors que des responsables israéliens et libanais ont tenu à Washington leur première discussion directe depuis des années. Le président iranien condamne les frappes américano-israéliennes contre des écoles et des hôpitaux. Le président iranien Massoud Pezeshkian a condamné les frappes américaines et israéliennes contre les cibles civiles, les accusant de violer les normes humanitaires fondamentales. Il a également exprimé sa gratitude envers la Chine pour son aide d'urgence. La Chine a en effet livré 58 tonnes de matériel médical à l'Iran afin de venir en aide aux personnes touchées par le conflit. Le récit est signé CGTN News dans ce grand journal. Lorsque les États-Unis et Israël frappent des écoles, des maternités et des hôpitaux, cela signifie qu'aucun cadre humanitaire n'est respecté. C'est honteux. Le monde doit voir cela. Ils prétendent que nous sommes des terroristes, mais ce sont eux les véritables terroristes. Ils ont massacré qui ils voulaient, où ils voulaient et quand ils voulaient, et ensuite ils parlent de droits de l'homme. Honte à eux. Nous apprécions le gouvernement chinois, le président de la Chine et les efforts qui ont été déployés. La Chine s'est opposée à l'oppression et à l'injustice. Nous sommes profondément touchés par les souffrances du peuple iranien. C'est pourquoi le gouvernement chinois a décidé de fournir une aide humanitaire d'urgence à l'Iran, soit un total de 58 tonnes de médicaments. Nous pensons qu'en cette période critique, ces fournitures médicales peuvent aider le peuple iranien à traverser cette épreuve très difficile, à sauver des vies et à retrouver espoir. Israël et le Liban concluent leur premier pourparlers direct à Washington. Mahmoud Komati, vice-président du conseil politique du Hezbollah, a déclaré que le groupe avait accepté un cessez-le-feu avec prudence. Il a par contre rejeté un retour au cessez-le-feu de 2024, invoquant le non-respect de cet accord par Israël. Le cabinet de sécurité israélien discute d'un éventuel cessez-le-feu, mais son chef militaire a approuvé des plans visant de nouvelles frappes contre le Hezbollah. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël avait poursuivi ses attaques contre le Hezbollah, ciblant le bastion du groupe à Bint Jbeil. Il a ajouté que les pourparlers visaient à désarmer le Hezbollah et à instaurer une paix durable par la force. Claude Moniquet, spécialiste du terrorisme et du renseignement, a fait une déclaration. Il a fait savoir que l'Iran est capable de tout, dans un contexte international marqué par de fortes tensions au Moyen-Orient. La déclaration de Claude Moniquet, expert en terrorisme et ancien agent du renseignement français, suscite de vives réactions. Selon lui, l'Iran est capable de tout, une affirmation qui traduit une inquiétude grandissante face aux capacités et aux intentions du régime iranien. Écoutons Claude Moniquet sur CNews dans ce grand journal.
Alors, toute menace iranienne, par définition, doit être prise au sérieux, parce que l'histoire nous a montré que l'Iran est capable de tout. Mais le plus intéressant dans cette affaire, c'est la personnalité de Mohsen Reza, l'homme qui a proféré ces menaces. À l'heure actuelle, c'est un des plus anciens et des plus hauts dirigeants iraniens historiques encore vivant, puisqu'il a 74 ans. Il a été le premier chef, un des premiers chefs des gardiens de la Révolution de 1981 à 1997. C'est un membre du comité de discernement, donc une espèce d'arbitre de la politique iranienne. Et effectivement, il est conseiller, depuis un mois, il est conseiller militaire du guide suprême et habitué des déclarations tonitruantes. Il a aussi déclaré que si les Américains envahissaient l'Iran, ce serait magnifique parce qu'on pourrait prendre plein d'otages, des milliers d'otages, et les échanger chacun contre $1 milliard. Et il dit ouvertement qu'il est totalement opposé à la poursuite du cessez-le-feu, mais qu'il souhaite la continuation des hostilités. C'est donc un homme, c'est un dur, même au sein des gardiens de la Révolution, il est considéré comme un faucon. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a appelé mardi à saisir une occasion historique en vue d'une paix durable au Liban. Au début des premiers pourparlers directs entre Israël et le Liban depuis des décennies. Écoutons un reportage signé TVA Nouvelles dans ce grand journal. Une image qui marque les esprits. Pour la première fois en 33 ans, des représentants du Liban et d'Israël se retrouvent dans la même pièce. Il s'agit d'une occasion historique, a déclaré le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Toutefois, il y avait un grand absent autour de la table à Washington, le Hezbollah libanais. Le groupe paramilitaire fidèle à l'Iran ne s'est pas rendu dans la capitale américaine, même s'il se retrouve au centre du conflit au Moyen-Orient. Il s'agit de bien plus qu'un simple cessez-le-feu. Il s'agit de mettre définitivement fin à 20 ou 30 ans d'influence du Hezbollah dans cette partie du monde. La rencontre n'aura duré que 2 heures et aucun accord n'a été conclu. L'ambassadeur israélien aux États-Unis a tout de même parlé de progrès importants, même si des différends demeurent. We will not allow a terror organization to continually fire missiles into our population centers. That has to be understood. Nous ne permettrons pas à une organisation comme le Hezbollah de continuer à bombarder les populations civiles israéliennes. Au même moment où le Liban et Israël négociaient, les deux pays se sont échangés des tirs sur le terrain. Selon le ministère libanais de la Santé, au moins 35 personnes ont été tuées lors des frappes israéliennes au cours des 24 dernières heures. Entre-temps, les États-Unis maintiennent leur blocus naval dans le détroit d'Ormuz, mais il y a une certaine contradiction au sujet de l'efficacité de la manœuvre. Selon l'armée américaine, 6 navires auraient fait demi-tour. Or, selon la société de données maritimes Kepler, au moins 2 navires ont traversé le blocus. De son côté, la Chine semble perdre patience. Un des objectifs des Américains est d'empêcher l'Iran de vendre son pétrole au régime chinois. Le gouvernement de Xi Jinping parle d'un blocus dangereux et inacceptable. Xi Jinping, là-dessus, va être intraitable. Il va vouloir continuer d'avoir accès au pétrole iranien. Malgré l'incertitude provoquée par le blocus américain dans le détroit d'Ormuz, les cours du pétrole ont bien réagi. Nouvel espoir, le président Donald Trump a déclaré en entrevue avec le New York Post que les négociations pourraient reprendre avec l'Iran lors des prochains jours. Étienne Malouin, TVA Nouvelles. Le président des États-Unis, Donald Trump, a estimé que la guerre avec l'Iran était presque finie. Après avoir évoqué une possible reprise des discussions avec l'Iran, cette semaine au Pakistan, Raphaël Bouvier de Radio-Canada nous donne plus de détails. Écoutons un extrait dans ce grand journal. It's close to over, yeah. I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. C'était en entrevue sur le réseau Fox News hier, le président Trump qui a évoqué une fin prochaine de la guerre, Raphaël. Donc, la guerre est peut-être bientôt finie. Il pourrait aussi y avoir bientôt d'autres pourparlers. Rien n'est confirmé. Qu'est-ce qu'on comprend? Depuis hier, il y a des rumeurs de possible deuxième ronde de négociations après l'échec de cette première ronde la fin de semaine dernière à Islamabad. Mais on n'a pas de date précise. Et ce que disent les Iraniens, c'est qu'il y a bien sûr des contacts
avec le Pakistan, qui est le pays médiateur, mais pas plus de détails sur la manière et la date à laquelle on pourrait se retrouver autour d'une table, possiblement, encore une fois, au Pakistan. Ce qu'on sait maintenant, c'est les enjeux sur lesquels les États-Unis et l'Iran ne s'entendent toujours pas, outre le détroit d'Ormuz, évidemment, dont on parle tous les jours, mais il y a beaucoup cette question du nucléaire iranien. Ce que proposent les États-Unis, c'est une forme de moratoire de 20 ans, à peu près, suspension de toute activité nucléaire par l'Iran. L'Iran, de son côté, qui demande une période de 5 ans plutôt que 20 ans. Il y a la question également de l'uranium enrichi dont dispose l'Iran. Selon les États-Unis, c'est impératif. Cet uranium-là, qui pourrait être utilisé pour créer une arme, doit quitter l'Iran. Or, l'Iran propose que l'uranium soit dilué pour limiter les risques. On ne s'entend donc toujours pas, mais il y a matière à négociation entre les deux pays. On verra si concrètement on réussit à se rencontrer de nouveau autour d'une table. Parlant de rencontres, ça s'est passé à Washington hier, donc des représentants du Liban et d'Israël qui, eux, ont parlé. Puis c'était une première en quoi, 30 ans? Ça ne s'était pas vu, plus de 30 ans, ça ne s'était pas vu depuis 1993. Il n'y a pas de relation bilatérale entre les deux pays. Donc, des représentants diplomatiques, on le voit sur ces images, se sont rencontrés au département d'État, le département de Marco Rubio, le secrétaire d'État des États-Unis. C'était une première négociation, première discussion. Il y a de l'ouverture, semble-t-il, pour de réels pourparlers, quoi qu'on ne s'entende pas sur les termes, c'est-à-dire que le Liban demande un cessez-le-feu, question d'épargner sa population, notamment civile, puis tous les déplacés. Israël ne veut pas de cessez-le-feu pour le moment, veut poursuivre sa lutte contre le Hezbollah. Et d'ailleurs, le Hezbollah, on en parlait hier, ne fait pas partie de ces négociations-là et ne répond pas aux demandes du gouvernement libanais, même que des représentants du Hezbollah demandaient au Liban de ne pas participer à ces discussions. Encore une fois, on parle de futures négociations, mais on n'a pas de date. Merci, Raphaël. À tout à l'heure. Nous resterons toujours au Moyen-Orient. L'Iran menace de bloquer la mer Rouge. Une nouvelle onde de choc en perspective. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient franchissent un nouveau seuil critique. Après le détroit d'Ormuz, l'Iran agite désormais la menace d'un blocage de la mer Rouge, une route maritime essentielle pour le commerce mondial et surtout pour le transport du pétrole. Elle était avec LCI dans ce grand journal. Semer la terreur dans la mer Rouge. Comme le montrent ces images de propagande, les rebelles houthis ont les moyens d'attaquer des pétroliers depuis les montagnes du Yémen. D'après la télévision iranienne, ces attaques pourraient devenir systématiques. Les puissantes forces iraniennes pourraient empêcher toutes les exportations et les importations dans le golfe Persique, la mer d'Oman, mais aussi la mer Rouge. Bloquer le détroit de Bab el-Mandeb et provoquer une nouvelle crise maritime, c'est la réponse iranienne au barrage américain dans le détroit d'Ormuz. Le blocus naval américain pourrait être le prélude à une violation du cessez-le-feu. Nos forces armées suivent de près l'évolution de la situation et réagiront en conséquence. Preuve que la menace est prise au sérieux, certains pays du Golfe commencent à exporter leur pétrole via la Méditerranée. Hier, la Syrie a chargé ce premier pétrolier irakien. Semer la terreur dans la mer Rouge. Vous suivez le Grand Journal sur Swag Radio avec Erlich Dorelas. Swag Radio, le son qui swag. Alexa, open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24 pour rester bien informé. Les infos à la vitesse de la lumière. C'est l'affaire de P-News, info sans cassure, sans bavure. P-News, votre référence en matière d'infos. Allez, manger à bordeuse café créole, des mets délicieux au 294 Main Street Everett. Chiffrez le 617, 617, 94, 1425, 99, pardon, 1425. Voilà. Eh bien, les mets sont délicieux à bordeuse café créole. Nous irons en Afrique du Sud. Les autorités sud-africaines ont annoncé ce jeudi l'arrestation du militant panafricain Kemi Sema, une figure controversée du mouvement souverainiste africain, recherché par la justice béninoise. Il est accusé d'incitation à la rébellion après avoir publiquement soutenu un coup d'État avorté en décembre dernier au Bénin. Selon les premières informations communiquées par la police en Afrique du Sud, l'activiste a été interpellé sans incident majeur. Les autorités ont confirmé que les procédures d'extradition sont déjà en cours et que son transfert avec le Bénin pourrait intervenir dans les prochains jours.
Le récit est signé Africa News dans ce grand journal. En Afrique du Sud, la police a annoncé ce jeudi l'arrestation du militant panafricain Kémi Séba, recherché au Bénin pour incitation à la rébellion. Le Bénin a lancé un mandat d'arrêt international à son encontre le 12 décembre dernier, après qu'il eut soutenu un coup d'État manqué, au cours duquel des soldats mutins avaient déclaré à la télévision nationale avoir renversé le président Patrice Talon. La police sud-africaine a précisé qu'il a été arrêté depuis lundi en présence de son fils âgé de 18 ans dans un centre commercial de Pretoria en compagnie d'un autre homme qui aurait été payé pour les aider à entrer illégalement au Zimbabwe voisin. De là, ils avaient l'intention de se rendre en Europe. Ils ont été placés en détention provisoire. D'origine franco-béninoise, Kémi Séba a été déchu de sa nationalité française en 2024 et soutient ouvertement les juntes militaires arrivées au pouvoir par des coups d'État dans la région du Sahel. Très influent en Afrique francophone, il compte plus d'1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Nous irons en Ukraine. Au moins 14 personnes ont été tuées dans la nuit de mercredi à jeudi en Ukraine par des frappes russes, dont 7 à Odessa, sud, 4 dans la capitale Kiev et 3 dans la région de Dnipropetrovsk, centre selon les autorités. Les détails avec France 24 dans ce grand journal. J'ai commencé par la capitale Kiev où je me trouve, où l'alerte a duré plus de 4 heures cette nuit. Concrètement, ça veut dire que vers 2h30 du matin ici, on a été réveillé par une alerte et puis peu après des explosions, plusieurs explosions puisque c'était une alerte aux missiles balistiques qui sont encore très difficilement que l'Ukraine intercepte difficilement lorsqu'elle n'a pas assez de défense aérienne et c'était pour cela que le président Volodymyr Zelensky, qui est en campagne pour demander davantage d'aide, avait précisé qu'il aimerait que les alliés de l'Ukraine envoient de l'aide de façon ponctuelle pour ne pas justement avoir de problème avec la défense antiaérienne. Une capitale où on a entendu les explosions résonner une bonne partie de la nuit. Les dégâts sont importants. Parmi les morts, il y a une femme de 35 ans, un enfant de 12 ans. Parmi les blessés, plus d'une cinquantaine de blessés ici à Kiev. Il y a eu des secouristes, des premiers intervenants sur le site d'une frappe. Donc on soupçonne une tactique de double frappe. C'est une tactique très souvent employée par la Russie pour causer un maximum de dégâts parmi les secouristes. Justement, ils attendent qu'ils arrivent sur place pour répondre à une première frappe avant d'envoyer une seconde salve de missiles ou de drones. Le bilan est lourd également ailleurs. À Odessa, on compte au moins 7 personnes décédées cette nuit dans des frappes qui ont touché des bâtiments résidentiels. À Dnipro aussi, 2 morts, plusieurs blessés. C'est extrêmement difficile pour la population d'avoir assez de temps pour se mettre à l'abri lors de frappes d'une telle ampleur. Donc une nouvelle fois, des millions de personnes ont été pris par surprise parfois en plein milieu de la nuit à travers le pays. Direction les réunions de printemps du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale qui se tiennent actuellement à Washington DC. Les responsables du FMI mettent en garde la guerre en Iran a un impact significatif sur l'économie mondiale, la situation risquant de s'aggraver si le conflit se prolonge. Cet avertissement intervient alors que le FMI publie son rapport sur l'état des finances publiques, le Fiscal Monitor. Le récit est signé FGTN News dans ce grand journal. Selon la directrice générale du FMI, même si la guerre en Iran prend fin rapidement, les prix augmenteront et la croissance ralentira en raison des dommages causés à la chaîne d'approvisionnement et aux infrastructures énergétiques. Et si le conflit perdure, nous devons nous préparer à traverser une période difficile. Understandably, governments would like to help businesses. On comprend aisément que les gouvernements souhaitent venir en aide aux entreprises et aux personnes touchées par ce choc d'offres exogènes. Mon conseil, réfléchissez bien avant d'agir. En matière de politique monétaire, pour les pays où celle-ci était bien calibrée avant le choc et où les anticipations restent ancrées, l'approche la plus judicieuse consiste à adopter une attitude attentiste. L'impact cumulé de chocs successifs a poussé la dette à des niveaux dangereusement élevés. La dette publique mondiale est en passe de dépasser 100% du PIB en 2029, un niveau jamais atteint depuis l'après-guerre. Ainsi,
Pour préserver la crédibilité de leur politique budgétaire, les décideurs politiques doivent trouver un équilibre délicat. C'est par ces mots d'avertissement que la directrice générale du FMI s'est exprimée lors de la 3e journée des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Des représentants de 191 pays membres se trouvent cette semaine à Washington DC pour cet événement annuel. Des dirigeants d'entreprises du secteur privé se joignent à des universitaires, à des responsables de banques centrales et à des décideurs politiques pour mener des discussions sur un large éventail de sujets. Mercredi, le FMI a publié son rapport Fiscal Monitor 2026. Selon les économistes, la guerre au Moyen-Orient met à rude épreuve une économie mondiale déjà fragile et les décideurs politiques doivent évaluer les avantages des solutions à court terme par rapport à la viabilité budgétaire à long terme. Le choc provoqué par la guerre au Moyen-Orient pourrait avoir des conséquences budgétaires importantes. Mais les pays ne doivent pas pour autant oublier le défi à long terme, bien plus important, auquel ils sont confrontés. Malgré la résilience dont a fait preuve l'économie mondiale ces dernières années, l'amélioration des fondamentaux budgétaires a été très limitée. La dette publique atteint des niveaux historiquement élevés et devrait continuer à augmenter, tandis que de nouvelles pressions sur les dépenses se multiplient. Et nous en saurons beaucoup plus à ce sujet dans les jours à venir. Les réunions annuelles de printemps s'achèveront ici samedi 18 avril. Nous irons en Haïti dans ce grand journal, à l'avenue Christophe. L'avenue Christophe, reprise par la police, mais toujours inaccessible aux riverains. La police nationale d'Haïti, PNH, a annoncé avoir repris le contrôle de l'avenue Christophe, un axe stratégique de la région métropolitaine de Port-au-Prince, longtemps sous la prise de groupes armés. Cette opération marque une avancée importante dans les efforts des autorités pour reprendre le territoire face aux gangs qui paralysent plusieurs quartiers de la capitale. Le récit est signé Radio-Télémétropole dans ce grand journal. Au pont Saint-Géraud sur l'avenue Christophe, le périmètre est verrouillé par un blindé de la PNH. D'autres unités quadrillent les menant à la Cour supérieure des comptes et aux facultés d'État. Malgré ce déploiement massif, la tension est palpable. Impossible d'aller plus loin, nous intime un officier depuis son blindé. Ici, les transports publics reliant Carrefour par cette voie sont inexistants. Les gangs ont tout paralysé. Pourtant, il y a quelques jours, la police nationale annonçait avoir repris le contrôle de cet axe stratégique. Autrefois épicentre de la vie intellectuelle, les facultés ont vu le tumulte des étudiants céder la place au sifflement des balles. John, un riverain, porte la marque de ce basculement. Son pied a été atteint par un projectile lors des récentes incursions meurtrières. Non, on ne va pas identifier, mon cher. On ne va pas identifier les gens qui tirent sous, mais on connaît comme ça là. Ils sont en réalité. Oui, parce que non, invasion. Par exemple, depuis autant de balles, il y a tiré. Maintenant, tirer tout le monde a battu pour courir. Et puis, nous victimes. C'est un pile de monde qui est victime, il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui marchent en balle. C'est la réalité, nous, mais de temps en temps, nous étions là, nous avons parce que les gens n'ont pas de l'autre côté pour y aller, c'est là qu'ils gagnent pour vivre. Les gens perdent du commerce, ils perdent tout ça, ils gagnent, ils pillent, l'école crasée. Avenue Christophe, son bastion de l'école, c'est bastion université qui gagne dans le pays, bon, où est tout le bagage crasé. Oui, nous toujours dans la zone, non? Non, là, il y a un affrontement. Tout le monde est abrité. Tout le monde est abrité. Il y a la merci de bon Dieu. Il n'y a pas gagné qu'à régler dans la zone là. Où le DG là, le ministère des Finances et Affaires sociales là, où ça me dit là, pas gagné qu'à régler. Si les opérations policières ont instauré un calme apparent, on est encore loin d'une libre circulation en toute quiétude. Toutefois, certains habitants saluent une avancée majeure. C'est le cas de Dieudonné qui presse les dirigeants de traquer les véritables responsables de ce chaos, les chefs de gang. Nous n'avons pas d'avantage. Nous avons des bombes kamikazes, nous avons des bombes explosifs, nous avons des tentes, nous avons des pelles. Je dis à l'Alba qu'il y a 25 chefs criminels. Pour les problèmes, dans 25 chefs là, chaque jour, on blagué. Le pont Saint-Géraud marque pour ainsi dire une limite infranchissable pour les riverains à l'heure actuelle. Porté par un élan d'optimisme, certains appellent désormais à une opération de nettoyage des barricades et des décombres pour encourager la reprise effective des activités. Je ne vais pas aller aux États-Unis, mais Haïti là, même quand tu as gang posé mal à tel côté, ça veut dire ça là. Et puis quand tête l'État au palais national, c'est le palais national qui tête volé. Ça va prendre des négos, on fait un maillage de la mairie
ensemble avec la MIA, après CNIT à la public, chaque appel a bien placé, la mairie c'est possible faire déplacement nègres pour qu'on remble by 4 nègres mettre dans une place Jérémy avec des centres portails organes carrétoyés pour la guerre dans camion yo pour acheter pour nègres pas qu'à joindre des possibilités de barricades encore au baril espace si gagné encore. Si une grande partie de l'avenue porte encore les stigmates des combats, les citoyens, eux, aspirent à retrouver leur quotidien. À un jet de pierre de la désolation, l'effervescence des marchés publics persiste envers et contre tout. C'est la preuve que la quête de survie ignore les frontières, même au plus près du chaos. C'est la fin de ce grand journal pour ce jeudi 16 avril 2026. Température, le temps est principalement nuageux avec des températures printanières fraîches. Les maximales atteindront 62 degrés Fahrenheit pendant la journée avec une minimale prévue de 48 degrés Fahrenheit la nuit. Le ciel restera couvert une grande partie de la journée. Le risque de pluie est faible en journée. Environ 10%, mais il augmente considérablement en soirée avec des averses prévues. 70% de chance, un vent léger venant de l'est. Le taux d'humidité moins 78%. Le soleil s'est levé à 6h02 et se couche à 19h27 pour aujourd'hui. À 9h du matin, 52 degrés Fahrenheit midi, 61 degrés Fahrenheit à 3h, 58 degrés Fahrenheit à 21h dans la soirée, 51 degrés Fahrenheit et la pluie sera de la partie. C'est la fin de ce grand journal. Pour présenter le grand journal, Erlich Dorelas, depuis le studio de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde. Alexa Open Swag Radio, écoutez-nous 24h sur 24 en air avec du style Swag Radio. Le son qui swag. Pour rester bien informé, Pignews Info, sans cassure, info à la vitesse ou la lumière, c'est l'affaire de Pignews sur WhatsApp et sur Facebook. Brothers Café Créole, The Place to Be, la bonne cuisine haïtienne, au 294, Mainfleet Everett, chiffre le 617 299 1487, oui, et Brothers Café Créole, The Place to Be, et les chaussures Brothers Café Créole. Joyeux jeudi, n'oubliez pas de garder le sourire car ça rajeunit le visage. Au revoir, à demain.